Bonjour, je suis Philippe Lagacé de l'École supérieure d'affaires publiques et internationales. Je suis ici aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue à cette conférence sur le service européen pour l'action dans l'extérieur. Une conférence qui sera donnée aujourd'hui par Frédéric Meyran, professeur agrégé de sciences politiques et le directeur du Centre d'études de recherche internationale, le CIRIEM de l'Université de Montréal. Une conférence qui est très prometteuse et dont j'ai bien hâte d'assister. Monsieur Meyran est un expert sur la politique de sécurité et de défense européenne. Notamment, il a publié déjà 4 livres à ce sujet, notamment European Defense Policy Beyond the Nation State, qui a été publié par Oxford University Press en 2008. Et je crois que la conférence aujourd'hui sera bientôt publiée dans une revue un chapitre d'ouvrage. Alors, écoutez, sans plus tarder, s'il vous plaît, joignez-moi à nous en accueillant le professeur Meyran. Un peu pour votre caméra? Oui, très bien. Mais je voudrais commencer, merci beaucoup Philippe Lagacé, je voudrais commencer en rendant un hommage à l'Université d'Ottawa, parce que même si je vais présenter une communication, disons, plutôt scientifique, je considère ma présence aussi comme étant un peu une visite de courtoisie chez nos collègues du CEPI. Je ne sais pas dans quelle mesure les gens réalisent ici à quel point l'Université d'Ottawa est devenue un modèle à bien des égards pour la qualité du corps professoral, pour les programmes que vous avez lancés, pour le sentiment général de dynamisme qui émerge de l'institution. Moi, j'ai commencé ma carrière il y a 10 ans à l'Université de Montréal et à l'époque, je pense qu'on peut dire qu'à certains égards, il y avait dans le domaine des études internationales, peut-être un sentiment de complaisance où on ne s'inquiétait pas beaucoup de la question de savoir comment attirer les étudiants, comment développer de nouveaux programmes de recherche, des nouveaux programmes d'enseignement. Et ça a énormément changé dans les 10 dernières années, donc c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on a développé des programmes qui ressemblent beaucoup à l'Université d'Ottawa, comme une maîtrise en affaires publiques et internationales. On a aussi des professionnels en résidence, comme à l'École d'affaires publiques et internationales. On a par exemple, beaucoup développé le financement intégré pour les doctorants, comme à l'Université d'Ottawa. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Presque toutes les semaines, dans les réunions au département ou dans les différents comités de la faculté, on prend l'Université d'Ottawa comme modèle. Donc, c'est venu un peu bousculer des habitudes et je pense que ça a été une très, très bonne chose. Donc, je voudrais vous rendre hommage. Et c'est particulièrement le cas pour le Centre d'études des politiques internationales, le CIPS. Je suis à la tête du CERIUM, du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal depuis 1 an et demi, qui est un centre qui est en fait un petit peu plus ancien que le CEPI. Mais lorsque j'ai posé ma candidature pour en devenir le directeur, une des premières choses que j'ai mentionnées dans ma lettre, c'était qu'il fallait s'inspirer davantage de ce qui se faisait ailleurs, et notamment à l'Université d'Ottawa. Et je pense même avoir un petit peu plagié le langage de votre site web à ce moment-là pour dire voilà le type de choses que le CERIUM n'a pas fait suffisamment dans les dernières années et devrait faire davantage, notamment toute la question de la recherche qui a été vraiment un modèle, mais aussi du rayonnement à l'extérieur des murs avec les décideurs, avec les ONG et d'autres groupes. Donc, je suis très heureux d'être ici au CEPI. Ce n'est pas la première fois que je viens à l'Université d'Ottawa. Et je ne sais pas si c'est un hasard, mais généralement, je viens présenter des travaux qui sont relativement marginaux par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que ce ne sont pas des projets de recherche importants. Donc, la dernière fois que j'étais venu, c'était Sargent Vucetic qui m'avait invité. J'avais présenté quelque chose sur les avions de chasse, qui n'est pas non plus un projet majeur. C'est plutôt Philippe Lagacé qui en est l'expert ici. Et là, c'est sur l'approche globale, qui est un sujet que connaît beaucoup mieux Roland Paris ici que moi. Mais c'est la raison pour laquelle, lorsque Roland m'a invité, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de venir tester quelques idées qui ont été rédigées à l'occasion d'un ouvrage collectif sur le service européen pour l'action extérieure qui sera publié par Joseph Batora et David Spence chez Palgrave un peu plus tard cette année. Il est encore temps pour faire des modifications, donc si vous notez des choses qui vous apparaissent fausses, c'est l'occasion.
Dernier point, je suis à l'Université d'Ottawa, donc j'ai décidé de faire ma présentation en français. Le chapitre lui-même est en anglais. Évidemment, si vous avez des questions en anglais, ça me fera plaisir d'y répondre dans cette langue. Alors, le titre court de mon intervention, c'est « Le service européen pour l'action extérieure et l'approche globale », donc ce qu'on appelle en anglais « Comprehensive Approach ». Ah non, j'ai un dernier point à mentionner qui est non négligeable. Ce chapitre a été coécrit avec une amie à moi qui se trouve à travailler au Service européen pour l'action extérieure, donc Alison Weston. Et donc, pour une rare fois dans ma carrière, je pense que je peux dire que les données empiriques sont assez solides, irréfutables, parce qu'on a vraiment un informateur privilégié dans l'organisation. Bon, toi, Roland, tu le fais, je pense aussi un peu Philippe. Quand on est de l'autre côté du miroir, c'est utile, mais là, d'avoir vraiment un acteur qui a accepté et qui a eu l'autorisation, ce qui ne serait pas nécessairement le cas au Canada, je crois, de la direction pour publier un article sans qu'il y ait le moindre contrôle du contenu. Je pense que ça mérite d'être mentionné. Alors, peut-être dire quelques mots sur l'approche globale d'abord. Ça vient d'une réflexion débutée dans les années 90, dans l'après-guerre froide, sur les nouveaux conflits, notamment les conflits qui peuvent se rapprocher à des guerres civiles, dans les États dits en déliquescence, avec l'idée que pour régler ces conflits, pour intervenir, il faut être capable de combiner différentes approches en même temps, c'est-à-dire, oui, la répression, par exemple, de groupes insurgés ou de la criminalité, apporter de l'aide humanitaire pour les populations, aide humanitaire parce qu'en soi, c'est essentiel pour que la population survive, mais ça peut aussi être instrumentalisé pour, évidemment, gagner les cœurs gagner les cœurs de la population sur les territoires sur lesquels on intervient, avec l'idée qu'il faut stabiliser à long terme, donc il ne suffit pas de faire une intervention, mais qu'il faut être capable de pérenniser ce qu'on est en train de mettre en place, de manière à assurer une reconstruction. Puis là, on pourrait ajouter les termes, mais essentiellement, il y a de la reconstruction de l'état de droit, de la reconstruction des forces de sécurité. Donc, l'idée du complexe sécurité-développement, et Marie-Ève était venue le présenter à l'Université de Montréal au Cerium il y a 2 ans, c'est évidemment de combiner 2 types de démarches qui, jusqu'à maintenant, étaient considérées comme fondamentalement différentes. Une qui est de venir en aide aux populations, éventuellement un soutien à l'État et à la démocratie, et l'autre qui est d'avoir une opération de sécurité, une opération militaire avec éventuellement des ennemis qu'il s'agit de maîtriser ou de contrôler. Alors, quelle est la solution généralement mise de l'avant? C'est ce qu'on pourrait qualifier de force, parole et argent, donc combiner la force de l'armée, de la police, l'argent qui peut passer par l'aide humanitaire, mais de manière plus générale, on va transférer des sommes d'argent considérables dans les administrations locales, par exemple, ou soutenir certains groupes politiques, certaines autorités locales. Et le troisième élément important, c'est évidemment la parole, c'est-à-dire la diplomatie, la capacité de mettre les gens ensemble, de créer un programme commun. Ça, c'est la belle image de l'approche globale. Peu de pays aujourd'hui ou d'organisations internationales remettent en cause l'idée selon laquelle c'est cette philosophie qu'il faut désormais adopter dans la résolution et la prévention des conflits. Donc, ça a pris des termes différents selon les époques, selon les organisations, selon les pays. Aux États-Unis et un petit peu au Canada et en Grande-Bretagne, on a parlé d'approche pan-gouvernementale ou whole of government approach, donc l'idée de mettre tous les ministères allant jusqu'au service correctionnel, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, la diplomatie, la défense, ensemble derrière une stratégie commune. On a beaucoup parlé à une certaine époque au Canada des fameux 3D, donc de défense, diplomatie et développement, qui avaient même été mis ensemble dans la stratégie à l'époque de Paul Martin, la stratégie de politique étrangère du Canada. Il y a eu des applications pratiques, par exemple les équipes provinciales de reconstruction en Afghanistan, qui s'inspiraient aussi de ce modèle où on mettait sur une même base, dans un même camp, des diplomates protégés par des militaires avec quelques policiers, des agents des services correctionnels, mais aussi des agents de l'ACDI ou de USAID aux États-Unis.
Aux Nations Unies, Roland a écrit là-dessus les missions intégrées, relevait aussi, encore une fois, de cette philosophie. Et le Royaume-Uni, qui est un des pays où les réflexions les plus peut-être abouties ont été menées, on a développé un certain nombre de stratégies communes, mais aussi de budgets, de pools communs dans lesquels les ministères peuvent aller puiser dans la mesure où ils montrent qu'ils ont une stratégie globale, qu'ils ont une approche globale de résolution des conflits. Donc, depuis une vingtaine d'années, vraiment, une philosophie de la gestion de crise qui a pris énormément d'ampleur. Quand on lit la littérature, et moi je ne suis pas un expert de cette littérature, contrairement à certaines personnes dans la salle, on est souvent très frustré. Pourquoi? Parce que la conclusion de bien des auteurs ou de bien des interventions, c'est de dire, bien, finalement, il faut le faire, et puis le problème, c'est que les gens ne travaillent pas suffisamment bien ensemble. OK, c'est très facile à dire, mais concrètement, justement, comment est-ce que ce type d'approche globale peut être mise en œuvre? Et moi, j'ai rarement vu dans la littérature des réponses convaincantes. On a peu d'exemples d'approches globales qui sont considérés par les observateurs comme de grands succès. On n'a pas vraiment de solution, de recette magique. On ne comprend pas vraiment quels sont les problèmes. Alors, il y a évidemment des problèmes pratiques de coordination qui viennent immédiatement à l'esprit. D'abord, il y a une multiplication des acteurs sur le terrain. Donc, l'Afghanistan est un cas paradigmatique de ça. Vous avez des États, des organisations internationales, des ONG, des coalitions ad hoc qui sont censés aller dans la même direction, qui vont participer à des sommets où on s'entend sur des stratégies communes, mais en fait, la coordination de tous ces acteurs qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts, qui n'ont pas les mêmes ressources, qui ne parlent pas la même langue, est évidemment difficile. L'idée est très plaisante dans l'approche globale qu'on ne devrait pas séquencer les actions, que toutes ces actions devraient avoir lieu plus ou moins en même temps, en tout cas selon une temporalité qui a été planifiée et qui est cohérente. Encore une fois, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, puisque vous pouvez très bien décider qu'il y a un moment où vous voulez intervenir avec vos juristes pour reconstruire une administration, mais ils ne sont pas nécessairement disponibles au bon endroit. Ça peut entrer en conflit avec quelque chose qui a été préparé par les militaires au même moment, etc. Et un exemple de ça, ce sont les missions de l'Union européenne, qui prétend faire de l'approche globale depuis très très longtemps, mais qui en fait continue à distinguer assez strictement ces missions dites civiles de gestion de crise des missions dites militaires de gestion de crise, qui obéissent non seulement à des objectifs complètement différents, mais à des procédures décisionnelles complètement différentes qui sont menées par des acteurs complètement différents. Et donc, même si on peut dire que l'Union européenne, et j'en reparlerai, a à cette disposition un nombre important de ressources qui pourraient être mises en œuvre pour une approche globale, la vérité, c'est qu'elle continue opérationnellement à distinguer ce qui relève, par exemple, du soutien à l'état de droit, de ce qui relève de la reconstruction des services de sécurité, de ce qui relève d'une opération militaire au sens plus strict. Ça, il y a énormément de littérature là-dessus. Il y a aussi une littérature assez développée, moins basée sur le terrain, sur les organisations, où on voit qu'il y a, par exemple, si on regarde seulement les organisations internationales, l'ONU, l'OCDE, l'Union européenne, l'OTAN, prétendent toutes faire de la gestion de crise, souvent sur les mêmes terrains, donc il y a une complexité même dans les capitales, à New York, à Genève, à Bruxelles, à prendre en compte. Il y a des rivalités également. Au niveau national, la coordination interministérielle est un problème très bien connu. Même si vous avez un seul premier ministre ou un seul président de la République, il n'est pas du tout dit que les ministères concernés à qui on demande de travailler ensemble seront capables de le faire. Et le résultat, c'est qu'on a souvent, et l'Union européenne là aussi est encore un exemple, des stratégies qui se veulent globales, mais qui sont en fait élaborées en silo. Pour prendre un exemple européen, les stratégies de gestion de crise ont longtemps été développées par la Commission européenne, alors qu'en vérité, elles devaient être mises en œuvre par le Conseil de l'Union européenne, par une autre organisation avec qui la communication était extrêmement difficile. Donc, vous aviez une stratégie globale, mais qui pouvait paraître, du point de vue d'une institution de l'Union européenne, comme plutôt hégémonique, impérialiste, qu'on voulait lui imposer.
Vous avez la même chose avec les 3D, où lorsque vous demandez à un diplomate qu'est-ce que ça veut dire le 3D, ben, c'est les diplomates qui doivent coordonner les efforts de toutes les agences gouvernementales. Si vous demandez à un militaire, ben, ça veut dire qu'il lui doit avoir l'argent pour pouvoir dépenser sur le terrain de manière à gagner les cœurs des insurgés, par exemple, ou des populations. Donc ça, c'est la problématique générale, comment mettre en œuvre cette approche globale. Alors, plus concrètement, nous nous sommes intéressés à ce qu'on a appelé le projet SEAE, le Service européen pour l'action extérieure, sur lequel commence à émerger une littérature assez abondante depuis 2-3 ans. Il a été lancé en 2009, donc il y a presque plus de littérature que de personnes, il y a peut-être presque plus de chercheurs qui travaillent sur le Service européen pour l'action extérieure que de personnes qui y travaillent. Mais donc, la première dimension qui a été la plus étudiée, c'est celle de l'intégration supranationale. Le Service européen pour l'action extérieure, qu'on pourrait appeler et que les gens dans les médias appellent régulièrement le ministère européen des Affaires étrangères, est quelque chose d'assez fascinant, d'assez nouveau dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire avoir quelque chose qui ressemble à un ministère des Affaires étrangères, mais qui est supranational, qui ne répond pas à un État, mais qui répond à une organisation internationale. Comme vous le savez peut-être, le chef ou la chef de ce service s'appelle haute représentante, j'y reviendrai, je vous montrerai même des photos, mais en fait, à l'origine, lorsqu'on a d'abord pensé à ce service, elle devait s'appeler ministre européenne des Affaires étrangères. Ce sont les Britanniques qui ont opposé leur veto à l'usage du terme ministre. Donc ça, il y a une littérature à laquelle je vous réfère, très intéressante, notamment rédigée par Rebecca Adler-Nissen à Copenhague et Josef Batora en Slovaquie, qui porte exactement là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pour les États membres d'accepter qu'un ministère se substitue à leurs prérogatives historiquement constituées de parler au nom de l'État, de parler au nom de la nation? Le type de pouvoir symbolique, dirait Adler-Nissen, que ça fait émerger. Il y a une dimension qui a plutôt été étudiée par Batora, qui est, je vais en dire un mot, la fusion PESC et RELEX, donc des acronymes qui ne vous disent probablement rien, si vous n'êtes pas des spécialistes de l'Union européenne. Un des gros problèmes de l'Union européenne depuis les années 90, c'est que vous aviez, d'une certaine manière, deux organisations qui prétendaient faire plus ou moins la même chose en matière de relations extérieures. Vous aviez d'une part la Commission européenne, qui pouvait invoquer les traités pour faire, par exemple, de la prévention des conflits et de la réforme du secteur de la sécurité, et qui avait pour ce faire un budget extrêmement important, voté par le Parlement européen, et qui disposait d'une assez considérable autonomie pour gérer ce budget, avec un commissaire aux relations extérieures qui se comportait à certains égards comme un ministre européen des Affaires étrangères. Et vous aviez en parallèle la politique étrangère de sécurité commune, plutôt l'apanage du secrétariat du Conseil, c'est-à-dire des États membres, mais qui avaient nommé à leur tête un haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, qui avait toute légitimité sous le contrôle des États membres pour parler de diplomatie et de sécurité. Et donc la critique souvent adressée à l'Union européenne, c'est qu'il n'y avait absolument aucune cohérence, puisque vous aviez deux individus qui traitaient en grande partie des mêmes sujets. La différence, c'est que l'un avait la coopération des États membres pour le faire, la PESC, l'autre avait l'argent de l'Union européenne pour le faire. Et donc, on critiquait souvent cette architecture institutionnelle. Donc, Batora écrit sur cette question de savoir comment vous intégrez deux institutions très différentes. Dans le chapitre, dans le papier, nous nous intéressons à une autre dimension qui est celle de l'intégration des instruments. Alors, au sein de l'Union européenne, depuis les années 60, ont été créés tout un ensemble d'instruments qui vise à faire de la gestion de crise, de la prévention de conflits. Donc, l'instrument de stabilité, c'est essentiellement un instrument financier, l'aide au développement, de l'aide humanitaire, les sanctions. Donc, il y a un système légal au sein de l'Union européenne qui permet, par exemple, de sanctionner des chefs de guerre ou qui, en les privant d'accès au territoire européen ou en gelant leurs avoirs. Athéna, je n'entrerai pas dans les détails, il y a même un mécanisme de financement des opérations militaires de l'Union européenne au sein de l'Union européenne. Donc, il y a beaucoup d'instruments qui ont été mis en place
Et l'idée dans le Service européen pour l'action extérieure, c'est de mettre ces instruments en cohérence. Donc, pas seulement les deux grandes institutions de l'Union européenne que sont le Conseil et la Commission, pas seulement l'Union européenne et les États, mais aussi des instruments développés dans des contextes particuliers, dans des directions particulières, avec des logiques d'emploi complètement différentes, et de les mettre ensemble au service d'une approche globale. Donc, les ressources militaires aussi. L'Union européenne a un réservoir de militaires auxquels elle peut avoir accès, ce sont des militaires nationaux, des policiers, mais aussi des juges, des spécialistes de reconstruction des États, des fonctionnaires, etc. Cette idée-là de mettre tous ces instruments en cohérence a été beaucoup poussée par les Scandinaves au début des années 2000. Donc, il y avait cette idée d'Europe de la défense qui était poussée par les Français, un petit peu par les Britanniques à cette époque-là. Et les Scandinaves disaient, vous êtes en train de transformer l'Union européenne en un acteur strictement militaire, alors que ce qu'on devrait faire, c'est justement jouer sur le fait que l'Union européenne est la seule institution dans le monde à pouvoir avoir accès aux policiers, à de l'argent et à des militaires. Si vous regardez l'OTAN, ils n'ont accès qu'aux militaires, et depuis un certain nombre d'années, l'OTAN dit, nous aussi, on voudrait pouvoir faire de l'approche globale, c'est-à-dire avoir, par exemple, des budgets, peut-être pas de développement, mais des budgets plus conséquents sur le terrain, avoir accès à des policiers, etc. L'Union européenne a énormément d'argent. Je vous rappelle que c'est le premier donateur d'aide internationale au monde. Donc, il y a des budgets qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Des avocats, parce que dans un contexte tout à fait parallèle au sein de l'Union européenne, s'est développé depuis la fin des années 90 une coopération judiciaire et pénale, ce qui fait qu'il y a des réseaux très très bien développés de mobilisation des juges d'une part et des policiers d'autre part au sein de l'Union européenne. Donc les Scandinaves disaient, on a cette chance formidable, aucune autre organisation ne l'a, même l'ONU n'a pas quelque chose qui ressemble à ça, les États ne l'ont souvent pas, donc c'est ce que l'Union européenne devrait mettre de l'avant. C'est la véritable valeur ajoutée. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez dans tous les discours officiels de l'Union européenne. Le service européen pour l'action extérieure, essentiellement, sa valeur ajoutée dans le monde, c'est d'être capable de mobiliser toutes ces ressources au service d'une approche globale. Ah, je vous montre une photo. Franchement, c'est pas très inspiré sur le plan architectural, mais c'est le nouveau service européen pour l'action extérieure sur le rond-point Schuman à Bruxelles, pour ceux que ça intéresse. Donc, créé tout récemment. Alors, je vais dire encore quelques mots sur le contexte pour être sûr que je ne dise pas des choses qui sont incompréhensibles. D'abord, expliquer un petit peu le système des relations extérieures de l'Union européenne. C'est ce qui distingue le cas européen d'autres cas qu'on pourrait étudier, comme le Canada, par exemple. Si vous voulez comprendre comment le Canada met en œuvre l'approche globale, en gros, si vous avez de bonnes notions de gouvernement canadien, de l'organisation ministérielle, c'est pas trop difficile. Dans le cas de l'Union européenne, il y a un certain nombre de facteurs qui compliquent la chose. D'abord, mentionner que la politique étrangère européenne elle-même est un projet encore à bien des égards inabouti et qui n'est pas si ancien. Vous avez, je n'en parlerai pas vraiment, quelques balbutiements de coopération politique dans les années 70-80, mais essentiellement, c'est au début des années 90, après le traité de Maastricht, qu'est lancée cette fameuse PESC, politique étrangère et de sécurité commune, où les États membres s'entendent pour la plupart du temps, adopter des positions et des actions communes. Ce n'est pas obligatoire, ça se fait sur la base de l'unanimité, mais ils doivent faire l'effort de se coordonner et à partir du moment où ils sont arrivés à une position commune, normalement, ils doivent la tenir. Par exemple, c'est ce qu'ils font aux Nations Unies dans un nombre important de cas. C'est ce qui fait aussi que, même à Ottawa, les ambassadeurs des différents pays de l'Union européenne se réunissent régulièrement à la résidence, par exemple, de la déléguée de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'ambassadrice de l'Union européenne, pour coordonner leur position par rapport au Canada et coordonner leur discours. Cette politique qui avait été créée était jugée pas suffisamment visible. On estimait qu'il lui manquait un visage. À la fin des années 90, les Français ont poussé pour la création d'un poste de haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, une personne qui serait un porte-parole pour la politique étrangère européenne. Je le mets au féminin de manière volontaire, puisque si le premier titulaire était un homme, Javier Solana, les deux personnes qui l'ont suivi étaient des femmes. D'abord Catherine Ashton, qui vient de quitter ses fonctions, et Federica Mogherini, qui l'a remplacée. Je vous montrerai aussi une photo.
Dernière étape dans ce développement de la politique étrangère européenne, au niveau institutionnel en tout cas, c'est la création, donc en 2009, du Service européen pour l'action extérieure, qui est venu aussi répondre à une critique souvent adressée à la politique étrangère. On disait, vous voulez que les gens se mettent ensemble, mais il vous manque la ressource. Vous avez maintenant un porte-parole, mais il vous manque la ressource administrative pour vraiment appuyer cette haute représentante dans son travail. Donc, la création du Service européen pour l'action extérieure. Quelques chiffres. À terme, ce service doit avoir un personnel d'environ 7000 personnes. Donc, c'est quand même une grosse machine qui prend le contrôle de toutes les délégations de l'Union européenne dans le monde. Et l'Europe a plus de délégations que le Canada n'a d'ambassades, donc c'est quand même assez important. Toutes ces délégations qui étaient autrefois divisées entre acteurs du développement en Afrique plutôt et agents économiques dans les pays développés doivent maintenant devenir vraiment des succursales, si vous voulez, de la diplomatie européenne. Et l'idée qui est très originale, c'est de mettre ensemble des diplomates nationaux, je vais en parler, et des fonctionnaires européens. Donc, il y a des diplomates nationaux qui vont aller faire un court séjour de 2-3 ans sur contrat aux affaires étrangères européennes. Ils vont ensuite retourner chez eux. Il y en a d'autres qui sont des fonctionnaires européens recrutés sur concours. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? C'est relativement clair, oui? Mais est-ce que le PESC est toujours là ou est-ce que ce n'est que le IEAS? Oui, d'accord, je vais préciser ce point-là, c'est important. La PESC, c'est la politique en tant que telle. Le SEAE est là pour mettre en œuvre la politique, essentiellement. Donc, la PESC, ce qu'elle dit, c'est que les États membres doivent coordonner et ensuite promouvoir les mêmes positions. Le Service européen pour l'action extérieure est là pour les soutenir. Je comprends des organisateurs que je dois attendre à la fin et l'usage des micros pour vous demander si vous avez des questions. J'apprends ma leçon. Deuxième élément important, je l'ai mentionné un peu plus tôt, les instruments. Donc, au cours des années, l'Union européenne a mis en place un certain nombre d'instruments. L'aide au développement, c'est déjà très ancien. Dès les années 60, l'Union européenne commence à consacrer des sommes importantes à l'aide au développement. Pourquoi? Parce qu'elle se substitue aux politiques de coopération, notamment de la France et du Royaume-Uni à l'endroit de leurs anciennes colonies, donc avec les pays dits ACP. À partir des années 70, un certain nombre d'instruments légaux sont mis en œuvre, notamment les sanctions que j'ai mentionnées. Donc, l'Union européenne a cette capacité juridique de mettre en œuvre des sanctions, comme par exemple le Conseil de sécurité des Nations unies. L'aide humanitaire, qui va beaucoup se développer à partir des années 80, les budgets vont devenir de plus en plus importants. Les relations extérieures à partir des années 90, quand la Commission européenne estime qu'il y a peut-être une fenêtre d'opportunité pour elle, qu'elle pourrait jouer un rôle plus important qui ressemblerait à celui d'un gouvernement, en utilisant quoi? En utilisant le marché européen. En disant, si on signe des accords de libre-échange, par exemple, avec le Japon, pourquoi ne pas élargir nos relations avec le Japon? Pourquoi ne pas utiliser ces relations commerciales pour avoir une stratégie plus globale qui serait aussi politique? Donc, ça, c'est une réflexion qui commence dans les années 90, qui s'appelle RELEX. Et la dernière innovation date d'un peu plus d'une dizaine d'années, c'est politique de sécurité et de défense commune, donc l'idée que l'Union européenne peut déployer des opérations militaires formées de militaires européens des différentes nations, un peu à la manière de l'OTAN. Donc beaucoup d'instruments mis en place au cours des années. Ça, c'est la photo de Federica Mogherini. Alors, avant de passer au point suivant, qu'est-ce que nous essayons de faire dans le chapitre? Essentiellement, c'est d'une simplicité extrême, il n'y a pas de raffinement méthodologique. Nous avons pris 4 dimensions de l'intégration des différents instruments et des différentes institutions qui a mené à la création du Service européen pour l'action extérieure. Et nous nous posons la question, il manque je me rends compte pourquoi il y a quelque chose qui... Une page a disparu, donc je vais devoir la résumer. Ici, d'accord, elle n'a pas disparu, elle est revenue. Le cadre théorique, donc c'est ici que je vais vous expliquer ce que nous avons essayé de faire. La question que nous nous posons, donc la question de recherche, c'est comment, à partir du moment où vous avez créé vous avez décidé de créer une institution comme le Service européen pour l'action extérieure, dont le but est de mettre en œuvre une approche globale, notamment de la gestion de crise. Comment est-ce que vous y prenez? Alors, il y a une théorie assez dominante dans l'explication de la création des institutions, c'est la théorie du design rationnel, qui nous dit on crée une institution
parce qu'on veut faciliter la coopération entre des acteurs. Ici, les acteurs sont d'une part les États membres de l'Union européenne, d'autre part les institutions au sein de l'Union européenne, le Conseil qui représente les États, la Commission qui est d'une certaine manière l'exécutif supranational, et le Service européen pour l'action extérieure a vocation à mettre en cohérence tous ces acteurs, donc à faciliter la coopération entre ces acteurs, et on doit s'attendre, sauf obstacle, à ce que ce service réponde aux demandes qui lui ont été adressées. C'est-à-dire que les innovations institutionnelles soient vraiment les réponses les plus rationnelles possibles à la nature du problème. Donc ça, c'est notre point de départ, si vous voulez, c'est de tester la possibilité qu'il y ait effectivement un réel désir, avec l'information disponible, d'améliorer l'action de l'Union européenne en matière de gestion de crise. Par rapport à ça, la théorie institutionnelle nous offre un certain nombre de mécanismes qui critiquent ce point de départ pour nous montrer que finalement les institutions souvent ne répondent pas à un design rationnel, ont d'autres dynamiques. Le premier, peut-être le plus connu, l'isomorphisme. Donc on retrouve notamment chez DiMaggio et Powell, qui nous disent finalement quand vous créez une institution, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les autres institutions qui existent dans l'environnement, puis vous faites quelque chose qui lui ressemble. Vous reproduisez l'institution. C'est la raison pour laquelle, selon DiMaggio et Powell, on a tendance à retrouver des institutions très semblables partout dans le monde. Il y a un phénomène de diffusion et de reproduction. Donc, on a des scripts, des gabarits qui vont être utilisés et reproduits comme tel quel. Par exemple, les ministères des Affaires étrangères ont à peu près la même structure partout dans le monde. Ils ont tous été copiés les uns par rapport aux autres. Service européen pour l'action extérieure, on pourrait imaginer que ce ministère est calqué sur les ministères déjà existants, que ce soit français, britannique ou ailleurs, ou encore sur une organisation internationale comme les Nations Unies. On aurait pu décider de reprendre finalement en bloc ce type de modèle. Deuxième mécanisme que nous enseigne la théorie institutionnelle, c'est ce que moi j'appelle le bricolage. Le terme vient de Lévi-Strauss à l'origine, mais il est repris par John Campbell. Qu'est-ce que nous dit le bricolage? C'est que lorsque vous créez une institution, vous inventez quelque chose de nouveau, mais à partir d'objets, à partir d'éléments qui sont dans votre environnement assez rapprochés. Donc un peu comme lorsque vous construisez... vous essayez de régler un problème, vous construisez une petite maison, mais vous voyez, il y a un bout de bois ici, il y a un marteau, je pourrais l'utiliser, j'essaie quelque chose, ça marche, ça ne marche pas, ça tombe, donc je recommence. Donc ça, c'est la notion de bricolage qui implique une créativité, mais quand même limitée par ce qui existe aux alentours. Troisième mécanisme qui est proche du bricolage, mais qui à mon avis n'est pas exactement le même, qui est connu, c'est cette idée d'incrémentalisme où vous procédez aussi par tâtonnement, mais de manière plus graduelle, d'une part, et de manière légèrement plus cohérente. Selon Mahoney et Thallen, ça peut mener à différentes pratiques. Vous pouvez par exemple décider de prendre une institution déjà existante, mais changer complètement sa fonction, donc une forme de déplacement. Vous pouvez la reconvertir en autre chose. Vous pouvez superposer des institutions les unes par rapport aux autres qui ne deviennent pas nécessairement plus cohérentes. Donc, il y a différentes pratiques qui sont identifiées dans cette littérature, mais qui vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire que vous procédez à tâtons et pas nécessairement dans une logique très rationnelle. À ces mécanismes institutionnels, nous avons ajouté un mécanisme issu plutôt de la sociologie politique, disons, qui est celui du conflit ou des luttes de pouvoir. Le fait que lorsque vous créez une institution, il y a des gens qui ont des intérêts en jeu, qui ont certaines visions de ce à quoi le monde devrait ressembler, de ce à quoi, par exemple, la gestion de crise devrait ressembler, et qui vont s'assurer que cette institution ne répond pas nécessairement à un problème de coopération, mais serve leurs intérêts, serve leur vision du monde. Ça, c'est le cadre très simple que nous avons utilisé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était produit dans les quelques années de création du Service européen pour l'action extérieure. Nos données, comme je le mentionnais en introduction, sont très très simples. Ce sont les données qu'a pu observer quelqu'un qui a participé à ce processus que nous avons essayé d'objectiver ensemble par nos discussions, Alison Weston. Et donc, le papier se déroule de manière assez simple. Ce que je vais montrer maintenant, c'est 4 dimensions organisationnelles
dans lesquels on a essayé de voir qu'est-ce qui s'est produit. Est-ce qu'on observe une rationalisation vraiment de la gestion de crise? Est-ce qu'on observe du tâtonnement relativement créatif, mais plus limité, disons, que ce que le design rationnel nous propose? Est-ce qu'on observe simplement des emprunts à d'autres formes institutionnelles? Ou au contraire, est-ce qu'on observe des conflits sur la forme que devrait prendre l'institution, conflits explicables par des intérêts des acteurs? Ça, j'ai déjà expliqué, Mogherini. Donc, je vais les passer assez rapidement. Première dimension qui est essentielle si on veut comprendre le Service européen pour l'action extérieure et la gestion de crise en général, c'est la direction politique et stratégique. Donc, à qui a-t-on confié cette direction politique et stratégique? 4 points importants. Le premier, c'est que le Service européen pour l'action extérieure consacre une nouvelle position, celle de haute représentante, maintenant occupée par Mogherini, mais à qui on a donné un autre portefeuille, qui est celui de vice-présidente de la Commission européenne. Ce que ça veut dire, fondamentalement, c'est qu'on a fusionné l'ancien poste de commissaire relations extérieures, qui était à la Commission européenne et qui avait des budgets importants, avec le poste de haut représentant pour la politique étrangère, qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui a un contact régulier avec les ministres des Affaires étrangères. Tout le service européen pour l'action extérieure est à ses ordres. Et en plus, elle a à ses ordres des directions générales importantes à la Commission européenne et elle rencontre le président de la Commission européenne toutes les semaines. Donc, ses responsabilités sont sur papier immenses, absolument immenses, à tel point qu'on peut se demander si elles ne sont pas démesurées. C'est un peu comme, c'était le cas d'ailleurs au Canada il y a peut-être 100 ans, où le ministre des Affaires étrangères est ministre, mais était aussi premier ministre, ou en tout cas vice-premier ministre, aurait accès aux ressources d'autres ministères que le sien. Donc, par exemple, la défense serait sous son contrôle. Donc, il y a vraiment des responsabilités très importantes qui lui ont été consacrées. Et ça, c'est nouveau et on ne le trouve pas ailleurs. Le COPS, c'est le Comité politique et de sécurité. C'est là où se réunissent les ambassadeurs des États membres qui prennent les décisions en matière de gestion de crise. On a beaucoup élargi sa compétence également. Aujourd'hui, le COPS, par exemple, a des compétences en matière de monitoring électoral, de politique de voisinage, donc sur des questions économiques, souvent, voire environnementales. Donc, encore une fois, une responsabilité à l'image de la haute représentante qui a été énormément élargie. Sur le terrain, en principe, l'Union européenne est désormais représentée par des représentants spéciaux qui répondent directement à la haute représentante et qui sont là pour assurer une approche globale, pas seulement de la gestion de crise, mais là où il y a des crises, de la gestion de crise, c'est généralement là où ils sont déployés. Donc la direction politique et stratégique sur papier, on a donné un contrôle immense aux acteurs européens. Avec quand même une limite importante, c'est que les capitales nationales conservent l'essentiel des ressources et l'essentiel de la légitimité. C'est-à-dire que vous avez des acteurs à qui, par exemple la haute représentante ou les représentants spéciaux, on peut demander des comptes sur la gestion d'une crise, disons en Géorgie. Mais en fait, ces acteurs, qui sont responsables devant le Parlement européen et devant les chefs de gouvernement, dépendent entièrement des États membres pour les ressources qu'ils vont mettre sur le terrain. Donc là, il y a une contradiction qui est assez flagrante et qui est évidemment différente de ce qu'on trouverait dans un État membre, par exemple, ou de ce qu'on trouvait avant. Je ne vais pas parler trop des états-majors, tout ça simplement pour dire que si on prend simplement la dimension militaire, le haut représentant peut décider de déployer une mission au Mali. Il peut même obtenir l'autorisation de tous les États membres pour le faire, ce qui n'est déjà pas évident, mais rien ne l'assure que les états-majors nationaux, militaires, vont mettre à sa disposition les troupes dont il a besoin. Et ça, c'est une situation récurrente. La même chose avec les juristes, et pas seulement les militaires. Vous pouvez, en Afghanistan, il y a eu un cas classique où l'Union européenne avait décidé de déployer une force de formation de la police, mais ils n'ont jamais réussi à trouver les quelques centaines de policiers qu'ils s'étaient engagés à fournir. Ce n'était pas la faute de l'Union européenne, c'est parce que les États ne les mettaient pas à la disposition de l'Union européenne. Donc, c'est ce qu'on appelle une direction en étage. Là, il y a un phénomène que les institutionnalistes appelleraient de layering, c'est-à-dire qu'on a pris des choses, mais sans vraiment s'assurer qu'il y a une cohérence ou une ligne directrice très claire. On a ajouté
un nouvel étage de responsabilité supranationale sans nécessairement changer l'infrastructure qu'il y avait en dessous qui demeure très, très nationale. On n'a pas mis les ressources, finalement, à Bruxelles qui permettraient à la haute représentante de faire ce qu'on lui demande de faire. Deuxième élément que nous avons analysé, les structures concrètes de ce service européen pour l'action extérieure. Et là, le mot turf war est tout à fait approprié. Les gens qui s'intéressent à l'Union européenne, comme moi, sont fascinés par les acronymes, les défis, donc ça ne passionne pas nécessairement tout le monde. Je vous prie d'être patient avec moi. Essentiellement, l'idée à l'origine, c'était qu'on allait mettre tous les services de la Commission européenne qui avaient des responsabilités en matière de relations extérieures, donc développement, commerce, aide humanitaire, voisinage, même peut-être énergie avait été mentionné, reconstruction, etc., avec tous les services du secrétariat du Conseil, donc, où sont représentés les États membres, qui avaient les mêmes fonctions. Jusque-là, il y avait des choses absolument fascinantes. Par exemple, les groupes de travail. La Commission pouvait avoir un groupe de travail sur l'Afrique qui était distinct du groupe de travail sur l'Afrique du secrétariat du Conseil. Donc, l'idée, c'est de mettre toutes ces personnes-là ensemble. C'était l'idée. En pratique, ça n'a pas été réalisé. Et le résultat qu'on retrouve, c'est que les fonctionnaires de la Direction générale RELEX ont été fusionnés avec ceux du secrétariat du Conseil, mais ceux qui s'occupent de l'aide humanitaire ne l'ont pas été. C'est resté à la Commission. Et ceux de la DG Développement ont été divisés en deux. Donc, certains y sont allés et d'autres non. Donc, au niveau des sous-unités que la division a été faite. Au Conseil, les structures politico-militaires de nature administrative ont été fusionnées dans le Service européen pour l'action extérieure. Donc là, je mentionne l'état-major de l'Union européenne, ce sont les militaires de l'Union européenne, ils sont 200. Le centre, le Intelligence Center, qui sont les espions, entre guillemets, européens. Le CPCC, qui s'occupe de la gestion civile de crise. Tout ça, ça a été intégré dans le Service européen pour l'action extérieure. En revanche, d'autres structures, notamment le Comité politique et de sécurité, Comité militaire de l'Union européenne, qui étaient dans le secrétariat du Conseil, n'ont pas été intégrés. Alors pourquoi? Comment expliquer ce choix? Ça n'a rien à voir avec la rationalité. Ce sont des luttes entre les États membres qui ont été féroces pendant plusieurs années, où certains États membres disaient « Le service européen pour l'action extérieure devrait ressembler à notre ministère allemand des Affaires étrangères. Notre ministère ressemble à ceci, donc faites la même chose. » Les Français disaient la même chose, les Britanniques disaient la même chose, ce qui a entraîné énormément de conflits, notamment sur le rôle des militaires. Est-ce que vous pouvez avoir un militaire dans votre ministère ou non? Dans certains pays, c'est possible, dans d'autres pays, ce n'est pas possible. Le président de la Commission n'avait pas du tout envie de voir tout son personnel partir au Conseil, et donc s'est assuré de garder la DG ECO, parce que c'est là où il y a le plus d'argent, et une partie de la DG Dev. Pas pour des raisons particulièrement non plus. C'est-à-dire qu'on peut trouver une justification. Et si vous parlez aux acteurs, ils vont vous dire « Oui, il y a une raison pour laquelle on doit garder la DG ECO à l'intérieur de la Commission, mais vous trouverez aussi d'autres arguments pour ne pas la garder. » Et ce qui a tranché, évidemment, c'était des intérêts essentiellement soit nationaux, soit institutionnels, à Bruxelles. Il y a eu vraiment, pendant 2-3 ans, dans toutes les capitales, une forte mobilisation pour s'assurer que l'organisation du Service européen pour l'action extérieure et les personnes qui auraient des postes au sein du Service européen pour l'action extérieure reflètent les préférences nationales. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de luttes. Je ne vais pas parler des États membres. La question du budget dans toute cette histoire est évidemment fondamentale. Si vous acceptez de perdre une direction, vous perdez le budget qui va avec, et les budgets se chiffrent parfois en milliards d'euros, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, le nerf de la guerre a été en grande partie l'argent. Même si sur d'autres questions, c'était des conflits de vision. C'est-à-dire, pour certains, il y a vraiment cette idée selon laquelle, par exemple, l'état-major de l'Union européenne est une structure. Bon, prenons l'exemple de l'état-major de l'Union européenne, c'est assez intéressant. À ma connaissance, il n'y a aucun pays dans le monde où le ministère des Affaires étrangères a un état-major militaire. Je ne sais pas si vous pouvez me corriger, mais je n'en connais aucun exemple. Dans le cas de l'Union européenne, il y a 200 ou 250 militaires qui travaillent pour le ministère européen des Affaires étrangères. La décision contraire aurait pu être prise également. Donc, c'est des choses comme ça qui sont assez intéressantes à suivre. Mais j'avance. Troisièmement, les ressources humaines. Donc, ça, c'est un des cas sur lesquels
on a accumulé le plus d'anecdotes intéressantes. Par exemple, plusieurs centaines de fonctionnaires du secrétariat du Conseil, le jour où le secrétariat a été créé, ont reçu un email leur disant « Merci pour vos bons et loyaux services à l'Union européenne. Vous pouvez maintenant prendre votre retraite avec telle formule, etc., etc. » Pourquoi? Parce qu'avec la fusion, la direction des ressources humaines avait estimé qu'ils avaient complètement disparu de leur payroll. Et donc, on leur a dit, vous êtes licenciés, ce qui n'était absolument pas le cas, ils avaient été simplement transférés. La façon dont le service a été créé est extrêmement hybride. Il y a eu un bricolage incroyable parce que au sein de l'Union européenne, vous avez plusieurs grandes catégories de fonctionnaires. Vous avez les fonctionnaires internationaux recrutés par la Commission européenne avec un salaire de fonctionnaire international de l'Union européenne. Vous avez des fonctionnaires nationaux qui viennent faire un séjour de 2 ou 3 ans, avec souvent les conditions de leur pays d'origine. Vous avez les experts nationaux détachés, qui, eux, sont aussi issus de leurs États membres, mais qui sont prêtés à la Commission européenne avec aussi des conditions qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Les recrutements ne sont pas les mêmes, les rémunérations ne sont pas toujours les mêmes, la durée, certains vont passer toute leur carrière à l'Union européenne, d'autres n'y vont passer que 2 semaines, où ils vont 1 fois par mois pour des réunions. Et évidemment, la question se pose de savoir, si vous passez 1 an à l'Union européenne, est-ce que votre loyauté est désormais européenne ou est-ce que vous vous préoccupez davantage de ce que vont penser vos maîtres et futurs patrons de votre capitale? Il y a, au-delà de la question de la loyauté nationale, pourrait-on dire, ou européenne, il y a évidemment le fait que vous mettez ensemble des diplomates, des humanitaires, des policiers, et ça, il suffit de passer un peu de temps au service européen pour l'action extérieure pour voir les cultures professionnelles complètement différentes qu'on y retrouve, leur horizon temporel entre les acteurs du développement qui disent « je ne veux pas traiter avec des militaires parce que moi je m'investis à long terme dans la reconstruction d'un État » et les militaires qui, eux, veulent que ça aille très rapidement de manière à pouvoir sortir dans 2 ou 3 mois avec des progrès considérables selon leur point de vue. La mobilisation des ressources, évidemment, est un défi que j'ai déjà abordé. Il y a un fonctionnaire européen, c'est facile de lui dire « vous allez là-bas ». Si vous devez demander à un État de vous fournir des juristes, encore faut-il trouver des juristes qui sont disposés à, par exemple, aller en théâtre d'opération. Donc là, ce qu'on a observé dans les ressources humaines, c'est clairement un bricolage où les acteurs ont fait ce qu'ils ont pu avec les ressources qui existaient déjà et ont essayé de tout mettre dans un contenant qui s'appelle le Service européen pour l'action extérieure. Dernier élément, parce que le temps file, les espaces. Aussi un angle intéressant pour étudier la formation d'une institution. Je vous ai montré le nouveau siège social du Service européen pour l'action extérieure, Schuman. Il y a encore une partie importante des effectifs qui sont dans les anciens locaux de l'avenue de Kortenberg. Pourquoi? Parce que c'est là où on trouve, par exemple, des salles sécurisées. Donc, pour tout ce qui relève, par exemple, de la gestion de crise militaire. Et vous avez encore, ou vous aviez autrefois des gens qui étaient à Charlemagne, où il y avait la Commission européenne. Donc, il y a encore plusieurs espaces où travaillent les acteurs du Service européen pour l'action extérieure, même si théoriquement, ils devraient tous être à Schuman. Dans les délégations, il y a eu aussi une fusion importante des effectifs, avec un accroissement en général de la taille de ces délégations. Un phénomène qui nous a intéressé dans le chapitre, c'est celui des attachés militaires, parce que même si dans la plupart des ministères des Affaires étrangères, vous n'avez pas de militaires, vous avez généralement des attachés militaires dans les ambassades à l'étranger. Dans l'Union européenne, c'est l'inverse. Vous avez 250 militaires au Service européen pour l'action extérieure, mais il n'y a jamais eu jusqu'à maintenant d'attachés militaires dans les délégations de l'Union européenne, y compris dans les pays en conflit. Ce qui pose un nombre important de problèmes quand vous êtes en train de gérer, par exemple, une opération de gestion de crise. Antoine Riroux, à l'Université de Montréal, a travaillé sur la question des missions, qui est très, très intéressante. Je vais passer plus rapidement. Et les communications sont aussi fascinantes parce que, évidemment, non seulement les États membres ont tous leur système de communication sécurisé, mais même au sein de l'Union européenne, la Commission et le Conseil n'avaient pas les mêmes systèmes de communication. Donc, juste régler ce problème-là, ça a pris à peu près 2 ans pour s'assurer que les gens puissent s'écrire des courriels sécurisés les uns aux autres, alors que normalement, ils pouvaient travailler dans la même équipe sur le même projet, par exemple. Des choses auxquelles on ne pense pas quand on crée de nouvelles institutions.
Donc, je vais conclure simplement pour dire que c'est des considérations qui peuvent paraître très étroites liées à la formation des institutions, mais ce qu'on observe derrière tout ça, c'est finalement la portée de l'État westphalien. C'est qu'il y a une raison pour laquelle l'approche globale est difficile à mettre en œuvre, c'est parce qu'on essaie de trouver de la cohérence entre des institutions qui ont été créées sur des périodes de plusieurs centaines d'années, et lorsqu'elles ont été créées de nouveau, elles ont généralement été calquées. Donc, si vous regardez beaucoup de pays décolonisés, ils ont simplement repris la structure du pays qui les avait colonisés. Dans ces pays, l'institutionnalisation avait pris des centaines d'années. Avec l'approche globale, on essaie de tout changer ça, de changer des organisations complètes en l'espace de quelques années pour répondre à des crises urgentes. Dans le cas de l'Union européenne, c'est encore plus difficile parce qu'il n'y a absolument aucun modèle d'une organisation supranationale impliquée dans les relations extérieures. Je ne vais pas parler de la comparaison avec les États membres. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir. Ce qu'on observe, c'est que les mécanismes institutionnels les plus importants, c'est pas nécessairement une surprise, le bricolage. Donc, il y a eu énormément de bricolage dans les dernières années. De la superposition, c'est-à-dire qu'au lieu de créer une nouvelle unité, par exemple, qui serait très cohérente, on garde les deux, puis on espère qu'elles vont réussir à travailler ensemble. Et le conflit, qui a été une dimension non négligeable dans la création de ce service européen pour l'action extérieure. Le dernier point, c'est que la théorie du design rationnel des institutions essaie de trouver des moyens ou des structures d'incitation ou des organisations qui vont être véritablement rationnelles parce que les acteurs vont être amenés à faire des choses qui sont dans leur intérêt et qui servent le bénéfice collectif. Une chose qui est souvent négligée dans cette histoire-là, c'est la culture et la difficulté qu'il y a à créer un esprit de corps entre des acteurs sur une très très longue période. Donc le papier se termine un petit peu sur quelques réflexions à cet égard. Donc je vous remercie de votre attention, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci. Je crois qu'il faut utiliser le micro, c'est ça? Oui, alors pour la période des questions, levez la main pour le micro et je vous demanderai premièrement d'avoir des questions courtes, questions cohérentes et d'éviter des longs discours évidemment et attendez le micro, encore une fois. Bonjour, Anne Terrien, je travaille aux affaires étrangères sur les questions de l'Union européenne, plus spécifiquement sur la politique de défense et de sécurité et affaires étrangères. Merci de ne pas me prendre tout en note ce que je vais mentionner, mais enfin. Premièrement, j'aimerais savoir, dans votre boule de cristal, le service d'action extérieure, c'est relativement nouveau, on le sait, depuis 2009, le traité de Lisbonne, mais avec tous les défis qu'on entend parler, les silos, les ci, les ça, vous le savez, vous êtes un ancien des affaires étrangères, c'est la même chose dans le gouvernement ici à Ottawa. Donc, toute la question à savoir mélanger les militaires, les policiers, les juristes, tout ça, bon, oui, on a des cultures très différentes, mais nous, c'est quelque chose qui a souvent fonctionné d'avoir des gens détachés de la défense, bon, un peu moins à cause des coupures de budget, évidemment, mais je me dis que c'est relativement encore nouveau, mais peut-être que, tu sais, le temps de brasser tout ça pendant encore quelques années, moi, j'ai un petit peu, je suis optimiste de voir comment ça va vraiment avoir un impact positif sur l'approche globale. J'aimerais savoir votre opinion là-dessus, sur un peu le futur. Et encore une question un petit peu sur le futur, je serais curieuse de savoir comment vous voyez la nouvelle commission de Jean-Claude Juncker avec, bon, tous les nouveaux vice-présidents qui ont été nommés, des personnalités fortes, tous des anciens premiers ministres qui sont vraiment à la tête de la commission présentement, tous les commissionnaires. Donc, comment tout ça va se brasser encore plus avec, en contrepartie, le service d'action extérieure? Merci. Sur votre première question, moi aussi, je suis plutôt optimiste. En tout cas, je suis moins critique que beaucoup de gens l'ont été, notamment à l'endroit de Catherine Ashton, qui a été donc nommée, ça a été la première haute représentante pour la politique étrangère à devoir s'occuper du service européen pour l'action extérieure. Et elle a été l'objet d'énormément de critiques et de comparaisons négatives par rapport à son prédécesseur, Javier Solana, qui jouissait d'une excellente réputation. Je vois mal comment on pouvait imaginer créer quelque chose comme le service européen pour l'action extérieure. Donc actuellement, ils sont 2500 sauf erreur employés. Le but, c'est de monter jusqu'à 7000. C'est quelque chose, je pense que j'ai suffisamment répété, de vraiment nouveau dans l'histoire.
Et je vois mal comment on pourrait s'attendre à ce qu'elle fasse autre chose que la gestion des ressources humaines, la gestion financière, se battre avec les autres commissaires pour créer une institution aussi importante que celle-là. Et au terme de son mandat, beaucoup d'autres critiques à lui adresser, et on doit dire que le service existe. Et maintenant, si vous parlez aux gens qui y travaillent, ils disent que ça fonctionne. Maintenant, il y a encore c'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais ça fonctionne. Et en soi, c'était un pari. Notre propos dans l'article, c'est justement de dire qu'il y a une tendance, peut-être souvent chez les dirigeants politiques, mais aussi dans la population et chez les universitaires, à dire il suffit que les gens travaillent ensemble, puis on a une bonne idée, puis il suffit de créer l'administration. Pensons au Canada où périodiquement on dit on va fusionner le ministère des Affaires étrangères avec le commerce, on va les défusionner et on va les réfusionner, et les gens pensent que ça n'a aucun coût, alors que c'est un coût administratif, un coût humain, un coût économique extrêmement important. Et dans le cas de l'Union européenne, c'est démultiplié parce que vous avez deux institutions importantes qui se sont développées en parallèle, qui sont à bien des égards des rivales, le Conseil et la Commission. Et autour de ça, vous avez 28 États membres qui essayent aussi tous de tirer leur épingle du jeu et qui ont tous des visions très très différentes de ce à quoi ça devrait ressembler, avec un État important, le Royaume-Uni, qui estime que le service ne devrait même pas exister. Ils ont fini par l'accepter, mais globalement, ce n'était pas, disons, leur idée favorite. Donc ça démultiplie les problèmes. Moi, je pense que si ça fonctionne, d'ici 5 à 10 ans, ça peut créer un modèle dont beaucoup d'autres organisations, notamment internationales, pourraient s'inspirer, notamment parce que la bonne nouvelle pour les Européens, c'est que beaucoup d'argent est consacré au service européen pour l'action extérieure. La situation est l'inverse de celle du ministère des Affaires étrangères. Ils n'ont pas une diminution de leur budget, ils ont une augmentation de leur budget assez considérable, et donc ça permet de faire des choses sur le plan administratif. Sur la nouvelle Commission européenne, je vais me permettre de faire un peu de normatif. Encore une fois, la nomination de Federica Mogherini, donc ancienne ministre italienne des Affaires étrangères, qui jusque-là avait principalement joué un rôle de conseillère politique pour le Parti démocrate italien, a été critiquée. On a dit qu'elle est trop jeune, elle n'est pas à la hauteur. Moi, c'est peut-être parce que j'approche de la quarantaine, mais 41 ans, je ne trouve pas ça si jeune que ça non plus. Ça ne vous empêche pas de réaliser des choses dans la vie, surtout dans une institution qu'on critique souvent pour être un club de vieux hommes. Et jusqu'à maintenant, Mogherini a plutôt impressionné les gens, je pense, notamment parce qu'elle est une bonne communicatrice. Elle a livré des discours au Parlement européen qui ont été bien reçus. Donc, elle vient juste d'entrer en fonction, ça fait quelques mois, c'est long, trop tôt pour juger, pour avoir sur des crises. On lui reprochait aussi d'être trop sympathique à la Russie. Moi, jusqu'à maintenant, il me semble que ça n'est pas trop mal sorti. Ce qui est sûr, c'est que Juncker semble avoir... Bon, son principal agenda est interne, pas externe. Son principal agenda, c'est la relance économique de l'Union européenne, et c'est là-dessus qu'il va passer les premiers mois. Ce n'est pas les relations extérieures. Et ce qui est sûr, c'est que l'environnement de l'Union européenne leur semble beaucoup moins bénin aujourd'hui qu'il y a quelques années, notamment avec la question de la Russie, qui va être fondamentale, sur laquelle le service européen pour l'action extérieure va jouer un rôle important. En ce moment, ils déplacent aussi beaucoup leur attention sur tout ce qui est l'Afrique subsaharienne, sur lequel l'Union européenne commence à avoir développé une certaine expertise, avec le déploiement de beaucoup de toutes petites opérations dont on dit qu'elles ne font pas vraiment la différence parce qu'elles sont trop modestes, par exemple au Mali ou en République centrafricaine, mais qui finissent par accumuler une expérience qui n'est pas négligeable. Début de réponse. Bonjour professeur Méran, merci de votre présence et la présentation. Ce fut très éclaircissant. Mon nom est Paul Tana, je suis un diplômé de l'Université d'Ottawa. Prévoyez-vous un certain moment dans le futur, quand le service d'action extérieure va remplacer les ambassades classiques des États membres? Non. Mais ça ne veut pas dire... Je pense que l'erreur, pour beaucoup de gens, autant du côté pro-européen que du côté, disons, soucieux de la souveraineté nationale, c'est de voir la chose comme un jeu à somme nulle. Évidemment, pour beaucoup d'Européens, il y a le désir de
que l'Union européenne se dote de toutes les apparences d'un État, et une ambassade, quoi de mieux qu'une ambassade pour prétendre qu'on est un État. Et de la même manière, chez beaucoup de nationalistes, appelons-les comme ça, il y a une espèce de paranoïa sur tout ce qui pourrait ressembler à l'expression d'une symbolique européenne commune. Entre ces deux extrêmes, il y a de nombreux points sur lesquels on peut imaginer une rationalisation des ressources. Pensons à beaucoup de pays, à l'image du Canada, aujourd'hui, se mettent en vente leurs ambassades. Donc, si vous êtes dans cette logique-là, dans un contexte d'austérité, il peut être logique de mettre les ambassades dans le même bâtiment, de mettre un certain nombre de petites ambassades dans le même bâtiment. Donc, ce genre de choses-là, je pense que ça va se produire sur le moyen terme, de plus en plus, mais de remplacement des appareils diplomatiques nationaux, absolument pas. Dernier point là-dessus, ce qui est quand même assez remarquable, c'est que dans certains pays, et je pense notamment à l'Allemagne, ce qu'on observe, c'est que aller faire un tour au Service européen pour l'action extérieure, maintenant, ça devient une étape intéressante dans votre carrière. Et ça, c'est pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance. C'est-à-dire que ça aurait pu être un mouroir aussi, ou un endroit avec la réputation de l'Union européenne, un endroit où on n'a pas envie d'aller. Ça semble pas être le cas pour l'instant. Je pense remarque personnelle, il faut aussi saluer les personnels qui ont eu la direction du Service européen pour l'action extérieure. Celui qui a mené toutes les réformes sous Catherine Ashton. Si vous avez vu le film Quai d'Orsay, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Quai d'Orsay ou lu la bande dessinée, vous savez c'est qui. C'est Pierre Vimont, donc celui qui joue le personnage qui règle tous les problèmes dans le film Quai d'Orsay. C'est celui qui a été le Chief Executive Officer, parce qu'on utilise beaucoup de langage managérial au Service européen pour l'action extérieure. Et le nouveau, qui est un Français aussi, Alain Leroy, sont des gens vraiment de très, très, très haut niveau. Et donc ça veut dire que c'est une institution qui jouit d'un certain prestige chez les diplomates, en tout cas. Chez les militaires, ça c'est autre chose. Merci pour la présentation, professeur Méran. J'avais une question à propos de... Bon, vous avez mentionné qu'il y a de luttes de pouvoir entre le Conseil et la Commission. Il y a des rivalités, les concurrences de vision entre les différentes DG comme ECHO, DevCo, le IEAS. Et donc... qu'est-ce qui se passe, ou bien est-ce que vous pourriez parler à propos de la distinction entre comme Bruxelles et ce qui se passe à Niamey ou bien à Bamako avec les délégations? Parce que vous avez mentionné quelques petites missions comme UCAP Sahel, le projet contre-terroriste au Sahel qui s'agit du Mali, la Mauritanie, le Niger. J'ai fait la recherche là-dessus, j'étais au terrain et j'ai vu qu'il y a des, comment dire, c'est même plus que de concurrence de vision entre Bruxelles et les délégations, mais c'est comme des mondes absolument différents et qui ne se communiquent pas et qui sont complètement mis à part. Donc, est-ce que vous pouvez parler à propos de cette dynamique entre l'interne et l'externe de l'action du service? D'abord, moi, je serais très curieux de lire vos travaux ou d'en apprendre davantage sur ce que vous avez observé sur le terrain. Moi-même, je n'ai jamais fait de terrain dans les délégations en tant que tel. Mes réactions, d'abord, cette opposition, je pense que le contrôle de l'opposition entre la mission et la centrale, c'est universel dans les appareils diplomatiques. Il y a toujours une espèce de rivalité entre ceux qui sont censés donner les ordres et ceux qui sont censés les exécuter, alors que ceux qui sont censés les exécuter estiment qu'ils ont une meilleure connaissance du terrain, donc c'est eux qu'on devrait laisser tranquilles. Donc, je pense que certains connaîtront cette dynamique. C'est peut-être accentué dans le cas de l'Afrique subsaharienne et de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que les délégations de la Commission européenne en Afrique subsaharienne sont très anciennes et existent au titre de la coopération avec les pays ACP à l'origine, avec beaucoup d'argent. Donc, le délégué de la Commission européenne dans un pays d'Afrique subsaharienne, depuis très très longtemps, c'est un personnage très important, même dans les pays du Nord. Quelqu'un comme Marc Kérini au Maroc, c'est peut-être pas l'ambassadeur de France, mais pas loin, depuis très très longtemps.
Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, par exemple au Canada ou en Asie. Et je présume, et ce n'est qu'une hypothèse, que dans ces pays-là, où vous avez des acteurs qui historiquement viennent de la DG Développement, beaucoup, les réformes actuelles à Bruxelles ne leur plaisent pas nécessairement, et notamment l'importance accordée à la sécurité et au commerce. Parce que c'est pas ça qui faisait partie de leur ethos pendant plusieurs décennies, à explorer. Merci. Boubacar Balo, ambassade du Mali à Ottawa ici. Donc, je voudrais vous féliciter pour la densité de l'exposé. En ce qui concerne la question posée par celui de gauche, c'est que d'abord, une des faiblesses de mon point de vue de la réforme qui, selon moi, découle du traité de Lisbonne avec la mise en place du SAE, c'est l'éclatement de la fonction d'aide publique au développement, le FED. D'un côté, c'est-à-dire au niveau de la programmation décidée du montant de l'aide allouée à un pays relève du SAE, mais en ce qui concerne la mise en œuvre du FED, ça relève de l'AIDCO. Donc ça fait qu'au début, les pays ACP, qui dépendent beaucoup du FED, voyaient un nouveau patron à travers la haute représentante. Mais dans les faits, dans la pratique a démontré que le gros problème qui est la mobilisation, le suivi, le monitoring, qu'on est toujours relié, comment dirais-je, à la Commission. Mais par rapport aux aspects sécuritaires que vous avez évoqués, qui relèvent du SAE, il y a le COPS que vous avez cité. Par exemple, j'ai participé à certaines réunions avec la crise au Mali, qui est un organe central. On a l'impression que le COPS, c'est une structure au sein d'une autre structure, où il y a les représentants des états-majors, des États membres, qui décident des programmes sécuritaires. Il y a ça. Mais ce que je voulais surtout poser comme question, ma question est relative à la faiblesse même de l'Union européenne en tant que telle. Parce qu'il y a les États qui préfèrent garder l'air précaré. Quand il y a des problèmes en Afrique, par exemple, dans un pays francophone, la France intervient en première ligne, alors qu'on a l'impression que les autres ne suivent pas. Le cas de l'intervention en janvier 2013 au Mali, nous avons vu que la France est intervenue et est restée isolée pendant un bon moment. Et c'est plus tard qu'on a mis en place la mission d'entraînement et d'équipement, de réorganisation de l'armée malienne qui a été prise en charge par l'Union européenne. Mais auparavant, en ce qui concerne la phase d'intervention en tant que telle, le Canada a appuyé en termes de logistique. D'autres pays ont apporté leur caution politique, mais on a quand même constaté que la France était seule. Et si nous prenons par exemple d'autres pays anglophones en Afrique, nous constatons également que le Royaume-Uni reste là. Donc quel que soit le service qui se veut être porte-parole d'une diplomatie harmonisée européenne, nous constatons que nous sommes toujours dans l'ancien système où c'est les pouvoirs qui prévalaient, c'est-à-dire les pays par rapport à leur ancienne colonie qui demeurent toujours. Donc ça c'est un aspect... je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, non, mais je vous remercie de votre intervention. C'est 2 points. Sur le premier, Marie-Ève pourrait répondre mieux que moi, mais évidemment, le lien entre les acteurs de sécurité et les acteurs de développement est toujours tendu, en part parce qu'il y a des conflits de vision, mais aussi pour des raisons de ressources. Notamment, les acteurs de développement ont peur, à juste titre, que leur argent soit utilisé par les militaires, par exemple, par les forces de sécurité. Donc, il y a cette question, je pense, très budgétaire souvent.
Et dans le cas de l'Union européenne, elle s'est posée depuis la création de la politique de sécurité et de défense commune à de nombreuses reprises. Les diplomates et les militaires n'ont jamais caché qu'ils souhaitaient avoir accès notamment aux fonds non dépensés du Fonds européen de développement pour faire des opérations de type gestion de crise militaire ou soutien militaire. Les acteurs du développement s'y sont opposés. C'est juste que cet argent-là c'est de l'aide publique au développement, donc ça ne devrait pas servir à ces fins-là. Donc je pense que c'est un problème qui est universel, mais dans l'Union européenne aussi qui est plus aigu peut-être qu'ailleurs. J'ai l'impression que dans les dernières années, les positions se sont peut-être un petit peu rapprochées, alors qu'au début c'était très très tendu, il y avait une forte opposition. On pourrait en reparler si ça vous intéresse, mais il y a aussi des logiques d'instrumentalisation, notamment de certaines chancelleries africaines pour essayer de faire pression sur d'autres institutions, sur des États membres européens. Donc, c'est une histoire très intéressante à écrire. Il y a quelqu'un là-dessus qui s'appelle Sébastien Loisel, qui vient de soutenir une thèse à l'ULB en Belgique, où il montre comment le renforcement des capacités a été utilisé par les diplomates et les militaires pour avoir accès notamment à de l'argent européen voué au développement. Sur votre deuxième point, j'ai un numéro, rappelez-moi, c'était sur... Je disais que les pays préfèrent... Oui, sur les pays, oui, excusez-moi. Non, tout à fait. Ça, évidemment, c'est la raison principale pour laquelle, à mon avis, il ne faut pas trop attendre de l'Union européenne et il ne faut pas non plus lui adresser des critiques qui ne sont pas justifiées. La gouvernance globale, ça prend du temps par rapport à la décision exécutive du président de la République. Mais la gouvernance européenne, c'est pareil. Vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas, dans ce domaine, l'appui de 28 États membres. Et sur des opérations comme celle au Mali, évidemment, vous vous heurtez à des pays comme l'Allemagne, mais aussi d'autres, qui estiment que ce n'est pas ni dans leur intérêt, ni dans leur tradition d'intervenir militairement en Afrique. Et il suffit qu'un pays comme celui-ci, comme l'Allemagne, même un petit pays, ce serait la même chose, s'oppose à une mission comme celle-là, pour que rien ne soit possible. C'est pour ça que l'Union européenne, comme l'ONU, ne pourra jamais avoir le même type de réactivité que les États-Unis ou la France. Est-ce que c'est nécessairement une mauvaise chose? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que les mentalités ont quand même évolué, parce que sur le cas du Mali, les Français ont quand même dit aux Européens, c'est-à-dire aux autres membres de l'Union européenne, si ça vous tente de venir, vous êtes les bienvenus. Ce à quoi les Européens ont dit, bon, vous ne nous avez pas vraiment consulté avant d'y aller, donc débrouillez-vous tout seul. C'est une caricature, mais c'est un petit peu ce qui s'est produit. Il y a 20 ans, la France n'aurait même jamais pensé consulter ses partenaires européens pour une intervention de cette nature. Donc je pense qu'il y a eu une évolution, mais on ne peut pas s'attendre à ce que sur une opération qui exige une très grande rapidité d'intervention, l'Union européenne soit la mieux placée. Alors, Frédéric, au nom du CEPI, de la part de tout le monde parmi nous, j'aimerais te remercier pour cette excellente conférence. C'est un plaisir. Et on espère très bien vous revoir bientôt pour une troisième conférence. Ou vous à Montréal, plutôt. Parfait. Merci. Merci.